à tous, merci à vous de nous rejoindre pour Sport Le Mag. Aujourd'hui avec vous, Lise Barenbaum, bonjour. Merci d'être avec moi tout au long de cette émission. Alors, tour d'horizon de la planète sport avec des jolis reportages concoctés par la rédaction d'i24 News. Un beau programme, c'est promis, alors surtout restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par du judo. Ce sport aux 15 millions de licenciés à travers le monde est mis à l'honneur en Israël. Au Japon, le judo est roi. Une délégation féminine japonaise était en visite ici même à Tel Aviv. Tomoko Fukumi, championne du monde en 2009 à Rotterdam, faisait partie du voyage. C'est la première fois qu'une délégation de judo du Japon se déplace en Israël. Une semaine de programme chargé, dont une démonstration devant des enfants et des entraînements de haut niveau pour les athlètes israéliens. Le but, c'est de donner des conseils avisés aux Israéliennes avant les Jeux européens de Bakou en 2015 et surtout avant les JO de Rio en 2016. Parmi elles, Yarden Gerbi, médaillée d'argent en Russie en 2013. Sacha Rebou l'a rencontrée lors d'un long entretien. Elle se confie sur ses ambitions futures. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve après. Nous sommes devant le comité olympique israélien qui, conjointement avec la Fédération nationale de judo, a organisé pour la première fois en Israël la venue d'une délégation de japonaises, dont l'ex-championne du monde Tomoko Fukumi, à venir entraîner et coacher une semaine durant l'équipe nationale israélienne. Découvrons ensemble cet événement exceptionnel. En plein cœur d'Israël, le judo a aussi ses droits. L'art ancestral japonais est mis à l'honneur à Tel Aviv, avec la venue de l'ex-championne du monde Tomoko Fukumi. Une délégation japonaise se déplace pour aider la jeune équipe israélienne de judo à se préparer aux Jeux européens de Bakou qui auront lieu en juin 2015. Au programme de cette semaine intense de sport, entraînement mais aussi conférences et séances de mise en pratique. Pour Tomoko Fukumi, cette équipe israélienne a les moyens d'aller très loin. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont du talent en Israël. Ils ont de réelles chances de remporter des médailles aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est un vrai challenge, mais j'espère que l'équipe israélienne y remportera beaucoup de médailles. Parmi les chanceux qui bénéficient des conseils avisés de cette athlète reconnue mondialement, se trouve Yarden Gerbi, championne du monde à Rio en août 2013. Cette année, la sportive israélienne n'a pu glaner que l'argent en Russie, mais elle compte bien reconquérir la place de numéro 1 lors des prochaines compétitions qu'elle disputera. Je suis ici avec Yarden Gerbi, la championne du monde israélienne de judo. Yarden, bonjour, c'est une de vos premières interviews depuis votre retour de la compétition. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est passé pour vous de l'intérieur? Quelle a été l'ambiance? J'ai eu une très bonne compétition en Russie. Je suis très contente de mes résultats. Bien sûr, je voulais l'or, mais ce n'était peut-être pas ma meilleure année. Donc je suis quand même satisfaite de ma médaille d'argent. Depuis, je suis de retour dans la compétition et j'ai gagné 2 tournois. Donc j'attends avec impatience les prochaines compétitions. Yarden, vous avez remporté la médaille d'argent lors des derniers championnats du monde. Quels sont vos prochains objectifs à présent? Dans 2 semaines, en novembre, je vais participer à 3 compétitions, en Chine, en Corée et au Japon. Ce sont mes prochains objectifs et j'espère gagner le plus de points possible pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est pour le court terme. Sinon, il y a les Jeux Européens et les championnats du monde l'année prochaine. Mais ça, c'est l'année prochaine. Yarden, vous faites partie de l'équipe nationale israélienne de judo. Pensez-vous que cette équipe a une chance de ramener une des médailles lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro? Je pense que mon équipe a un très bon niveau et nous avons de très bons résultats. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur moi. Nous sommes un grand groupe et je crois que nous pouvons gagner des médailles. Nous avons encore 2 ans, c'est long. Je crois en mon équipe et je crois en moi. Je pense que c'est possible. Plus généralement, que pensez-vous du judo en Israël? Le judo est devenu de plus en plus fort puisque vous voyez que les Japonais viennent nous rendre visite avec Tomoko Fukumi. Nous progressons beaucoup. Quand vous voyez Israël face à vous dans un tirage, cela impressionne. Je pense à nouveau que nous sommes une très bonne équipe et je nous souhaite le meilleur. Et s'il y a des enfants qui nous regardent, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Le plus important, c'est de s'amuser à cet âge-là. Le judo est un sport très sympa. C'est d'habitude un sport individuel, mais quand on est en équipe, c'est encore mieux. Simplement, amusez-vous, rêvez grand et allez-y étape par étape. La délégation japonaise sera encore présente en Terre Sainte quelques jours afin de faire bénéficier les athlètes israéliens de toute son expérience avant de repartir vers le pays du soleil levant où le judo, lui, est déjà roi. Rugby à présent, originaire d'Angleterre et développé au 19e siècle, autrefois loisir prisé par les colons français, le rugby passe aux choses sérieuses au Gabon avec le lancement d'une première saison de championnat. Des débuts encore timides puisque les rencontres se jouent à 6 équipes de la capitale de Libreville. Une exportation intéressante dans ce pays où le rugby pourrait donner des nouvelles perspectives aux enfants. Regardez.
Un terrain tout neuf et des joueurs pleins d'entrain. Le rugby prend ses marques à Libreville au Gabon. Même si les installations restent sommaires, ce sport de voyous joué par des gentlemen séduit de plus en plus d'amateurs. J'ai joué au rugby, d'abord c'est pour un plaisir, parce que j'aime ce sport. Je l'ai découvert il y a de cela 14 ans aujourd'hui. Donc pour moi c'est une joie, c'est une satisfaction. Pratiqué dans les années 50 avant l'indépendance, le rugby est longtemps resté un simple loisir prisé par les colons français. Mais les passionnés du ballon ovale passent aujourd'hui la vitesse supérieure avec le lancement d'un championnat pour l'instant limité à 6 équipes. Nous allons d'abord poser les bases du rugby au niveau du Gabon, à Libreville, en province, et je pense bien sûr à Port-Gentil. Et ensuite créer des fédérations en province pour intégrer l'ACAR, qui est la Confédération africaine de rugby, et ensuite le niveau international déjà. Le rugby est encore loin de talonner le football qui reste très populaire dans ce pays d'Afrique centrale. Avec seulement 250 licenciés, le rugby n'attire pas encore les foules. Déjà c'est méconnu, je ne sais pas si on a une équipe nationale, mais un peu comme toutes les autres disciplines, ce serait important que ce sport justement soit développé au Gabon. Je sais qu'il y a une infrastructure, mais je n'ai pas encore vu une équipe nationale jouer des matchs amicaux. Principal défi, attirer de nouveaux joueurs pour qu'une sélection nationale voie le jour, avec l'espoir de participer aux grandes compétitions internationales. Reste au rugby gabonais à transformer l'essai. Et cette semaine sportive nous a donné de nombreuses sensations que seul le sport procure. Cela grâce à des grands champions qui savent se dépasser, qui savent dépasser leurs limites et nous faire rêver. Alors, qui est votre sportif préféré? Quel est celui qui a su faire vibrer votre cœur? Je vous laisse choisir, on se retrouve après. Cette semaine, de nombreux sportifs sont encore sortis du lot. Novak Djokovic, Carmelo Anthony, Caroline Wozniacki ou encore Lewis Hamilton. Qui de ces quatre mérite le titre du sportif de la semaine? Le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis nous a donné le tournis. Le très talentueux Lewis Hamilton y a gagné son 5e Grand Prix de suite. Le pilote Mercedes a parfaitement évité les pièges de la course pour finir devant son coéquipier et principal concurrent Nico Rosberg. Une victoire aussi prestigieuse qu'importante puisqu'elle permet aux Britanniques d'accentuer son avance au classement des pilotes. En NBA maintenant, Carmelo Anthony entre dans la légende. Auteur de 28 points lors de la victoire des Knicks contre les Charlotte Hornets, l'ailier de New York vient de franchir la barre des 20 000 points inscrits dans sa carrière. Il entre ainsi dans les 40 meilleurs marqueurs de l'histoire et le 9e encore en activité. Direction les cours de tennis à présent. Alors que la fin de saison approche à grands pas, Novak Djokovic semble bien parti pour terminer l'année en tant que numéro 1 mondial. Après avoir éliminé le japonais Nishikori en demi-finale et écrasé le canadien Raonic en finale, le serbe s'adjuge le Master de Paris-Bercy sans perdre un seul set. Il s'agit là de la 600e victoire en simple de sa carrière, mais aussi de son 20e trophée en Master 1000. Le Joker entre chaque jour un peu plus au panthéon du tennis. Autre joueuse de tennis, la championne Caroline Wozniacki s'est pour une fois illustrée loin des cours. La Danoise, plus connue pour son revers à deux mains, a fait parler son jeu de jambes à New York. Elle termine son premier marathon en 3h26 minutes et est accueillie avec tous les honneurs par son amie et rivale, Serena Williams. Double victoire puisque la joueuse a récolté près de 82 000 $ en faveur des enfants défavorisés. Des sportifs hors du commun, des performances extraordinaires. Maintenant, c'est à vous de choisir lequel de ces quatre-là est votre champion de la semaine. C'est un sujet de Michael Friedman et de Mathieu Tobman. Et je propose maintenant de passer à un autre sujet. Rappelez-vous, cet été, lors de la Coupe du Monde de football, le joueur allemand Christoph Kramer s'est vraiment touché à la tête lors d'un choc contre un joueur argentin en finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, le choc a été si fort qu'il a déclaré de ne plus se souvenir le match qu'il est en train de disputer. Kramer, qui souffre alors d'une commotion cérébrale, une blessure très grave qui touche des sportifs de haut niveau de toutes les disciplines. Et aujourd'hui, les autorités sportives commencent à agir et à réagir pour enrayer le problème. Le reportage de Lise Barimbaud, mais Lise, évidemment, on en parle après. Rupture des ligaments croisés, entorse de la cheville, claquage musculaire, les footballeurs sont victimes de nombreuses blessures aux jambes. Mais les chocs subis par leur boîte crânienne sont souvent bien plus lourds de conséquences.
Ces traumatismes représentent 34% des blessures des footballeurs. Une commotion de ce type équivaut au choc d'une voiture qui se fracasse contre un mur à 60 km/h. Et les dégâts peuvent être considérables. Perte de mémoire, problèmes d'équilibre ou d'humeur, maladies neurodégénératives. Au-delà de la balle elle-même, les joueurs sont confrontés à des collisions fortes contre le sol, contre les poteaux et contre les autres joueurs eux-mêmes. Un footballeur qui joue 300 matchs fera en moyenne 2000 têtes dans sa carrière, autant de microchocs qui laissent des séquelles sur les sportifs et qui s'accumulent. Après une commotion, vous êtes plus susceptible de vous blesser à nouveau. Et si le joueur subit cette deuxième commotion, alors son cerveau a encore plus de mal à s'en remettre. Cela prend plus de temps et dans des cas très rares, il peut y avoir un décès ou un handicap permanent. Outre-Atlantique, ce sont les footballeurs américains qui souffrent le plus du problème. En 2007, une étude a montré que les joueurs de la NFL sont 4 fois plus atteints par la maladie d'Alzheimer que la moyenne à cause de ces chocs à répétition. Dans le monde du football, seule la FIFA a instauré une réglementation. Elle préconise le port d'une véritable armure pour les gardiens de but qui sont les plus exposés. Coudières, genouillères et caleçons renforcés. Lors de la Coupe du Monde 2014, le non-remplacement du footballeur uruguayen Alvaro Pereira, après un violent coup de genou sur la tempe en poule contre les Britanniques, a lancé le débat outre-Manche. Le footballeur a perdu connaissance mais a insisté pour revenir sur le terrain contre l'avis du médecin et de son équipe. Autre solution potentielle au problème, faire porter des casques aux joueurs à la manière de Petr Cech, le gardien de Chelsea qui a dû se faire opérer après un choc à la tête en 2006. Un changement que les professionnels de santé voient d'un bon œil, même si la protection connaît des limites. Le casque est une bénédiction car il joue son rôle. Il permet d'éviter les fractures du crâne. Le problème, c'est que le joueur se croit en sécurité, alors qu'à l'intérieur du crâne, le cerveau reste vulnérable. La Fédération de football anglais impose désormais de remplacer les joueurs touchés. En France, il n'existe aucun protocole pour prévenir ces commotions, mais la fédération et la ligue professionnelle veulent y remédier. Au-delà des professionnels, l'objectif actuel de nombreux responsables sportifs est de sensibiliser les jeunes aux dangers liés à ces accidents, que ce soit en football ou dans d'autres sports comme le rugby ou le hockey par exemple. Si un gamin donne un coup de coude à la tête d'un adversaire, il peut lui faire rater le reste de la saison. La blessure peut être vraiment grave. Notre but, c'est de faire en sorte que les jeunes joueurs comprennent bien que leurs actions sur la glace peuvent avoir de graves conséquences. Avec 58 commotions, dont 18 mal ou pas évaluées sur le terrain au cours de la saison 2013-2014, le rugby est le seul sport qui a pris le problème à bras-le-corps dans l'Hexagone. La fédération de rugby forme désormais ses médecins à reconnaître les victimes de commotion de manière à les évacuer immédiatement lors d'un match. Des efforts qui sont encore loin d'être suivis dans le monde du ballon rond. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir dans le reportage, les footballeurs américains sont particulièrement sensibles aux commotions cérébrales. Est-ce que les autorités sportives font quelque chose ? Oui, aux États-Unis, la Ligue nationale de football, la NFL, a signé un accord à l'amiable avec un collectif de plus de 4500 joueurs retraités pour leur verser une somme globale de 765 millions de dollars, une somme qui est destinée à financer les dommages causés par ces accidents, les examens médicaux, la recherche et même la prévention qui sont notamment donc liées aux commotions cérébrales. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça parce que cette ligue est même accusée de laisser faire finalement. Oui, ces indemnisations en fait qu'on verse, c'est une façon à peine déguisée de dédommager les victimes collatérales de la politique de la NFL qui encourage presque les joueurs à l'agressivité. Dans une étude publiée en 2009, une chercheuse a même prouvé, en analysant le cerveau d'un joueur qui était décédé à peine 30 ans, que son cerveau était comparable à celui d'une personne de 80 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc la NFL est régulièrement accusée de minimiser, voire de cacher ces risques aux joueurs. Pourtant, il y a eu des évolutions, surtout au niveau de la protection, non ? Oui, en 100 ans, on peut dire que les footballeurs se sont véritablement cuirassés, aussi bien musculairement que techniquement. Les protections ont été progressivement imposées par la NFL et ça ressemble presque à une course à l'armement, ce qui permet d'ailleurs, effet pervers, aux footballeurs d'être toujours plus brutaux. Les joueurs aujourd'hui sont harnachés, ils portent des casques avec ou sans grille, des épaulières, des protège-dents, des protège-hanches
hanches, mais quand même quand des mastodontes de 120 kg se percutent à pleine vitesse, eh bien ça laisse des séquelles. Mais pourquoi les joueurs acceptent finalement ? Alors on explique ce goût du risque à cause premièrement de l'appât du gain. C'est un sport, le foot américain, qui génère beaucoup d'argent. Un footballeur américain gagne en moyenne 2,1 millions de dollars par an. Donc il faut rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Et puis la deuxième raison, c'est la pression psychologique que les joueurs exercent entre eux, puisqu'ils s'encouragent à être très agressifs. Pour eux, c'est une preuve de talent. Il y a une véritable culture de la violence dans le foot américain. D'ailleurs, les fans viennent voir leurs gladiateurs décimer l'adversaire, malheureusement, aux États-Unis. Merci beaucoup Lise Barem-Beaumal. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sportive, évidemment. Lise, merci de votre présence sur le plateau. On se retrouve très vite. En attendant, soyez sportifs. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Et surtout, si vous avez envie de nous revoir, n'hésitez pas à utiliser notre site internet i24news.tv. À demain.